Bonjour à tous et bienvenue ce lundi matin dans cette vidéo où nous allons revenir sur les événements de vendredi et samedi dernier en Russie où nous avons vu Wagner prendre les armes contre l'armée officielle russe. L'objectif de cette vidéo va être en deux temps. Premier temps sur les images dont nous disposons pour les combats dans la troisième dimension, avec notamment la perte confirmée de certains matériels pour l'armée russe. Dans un deuxième temps, nous allons prendre un petit peu de recul et revenir sur certaines leçons du traitement médiatique de cette histoire qu'il va falloir forcément continuer à suivre. Alors, de nombreuses pertes ont été annoncées, néanmoins confirmées visuellement. Si on va sur le site Orinx qui suit un petit peu, qui avait dit qu'il arrêtait et là qui reprend, petite nouveauté maintenant, il confirme des pertes en s'appuyant sur des déclarations de chaînes Telegram et non plus en publiant les images. Donc là, on a une perte de crédibilité de leur part. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tort, mais en tout cas, ils n'apportent pas vraiment l'image derrière. Donc je vous invite à prendre un petit peu des pincettes. Nous, on va réagir sur les images dont nous disposons. Déjà, il y a ce Mi-8 détruit au sol. Alors là, on le voit, il a brûlé. Il est probable qu'il ait été touché à basse altitude et qu'il ait brûlé. Donc ça, effectivement, c'est de la perte confirmée. Ensuite, ce Ka-52, clairement détruit, pareil, on est sur une perte d'hélicoptère d'attaque confirmée. Ensuite, l'image un petit peu qui fait débat, c'est celle-ci, qui est absolument effroyable d'un point de vue aéronautique. Vous voyez qu'il manque un bout de l'aile de cette Ilyushin. Pendant quelques heures, il était question, est-ce que c'est un Antonov 26? Est-ce que c'est un avion de guerre électronique? Eh bien, il semblerait que ce soit un IL-22M qui était détruit. Ilyushin 22M, c'est un dérivé de l'Ilyushin 18. Vous êtes sur quelque chose qui a été développé dans les années 70, premier vol en 72, en service en 79. 33 furent construits. Ensuite, ils ont été passés dans la version Ilyushin 22M pour moderniser. 4 moteurs de 4250 chevaux. Vous avez quand même un équipage à bord de quelques dizaines de personnes. 63 tonnes à la masse max au décollage, 35 tonnes à vide. Et comme on peut le voir, il est probable qu'il ait perdu un morceau de l'aile et que les deux moteurs extérieurs les plus sujets à la force G, à la force centrifuge lors de cette vrille qui tombe et été arraché. Je vous rappelle que les réacteurs, les moteurs sont pensés généralement pour se détacher du fuselage de leur aile lors d'un impact. Donc on voit maintenant les images au sol et donc fin du questionnement et ça vous montre bien qu'avec un bimoteur ou un quadrimoteur, les images, fonction de la situation, qui ne sont pas montrés dans leur ensemble, peuvent nous amener à croire peut-être qu'un quadrimoteur était en fait un bimoteur, et ainsi de suite. Néanmoins, ce qui est intéressant de noter, c'est que ces avions de guerre électronique, de la famille des Ilyushin, il y en a déjà un qui a été perdu, et c'était en 2018 au large de la Syrie. Le 17 septembre 2018, il y en a un qui a été abattu par un système sol-air S-200 syrien, et il y avait quand même 15 personnes à bord. Ça serait peut-être pas la première fois qu'ils en perdent un. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est ces images que vous avez été nombreux à m'envoyer de Ka-52 qui évitent un missile. Donc pourquoi est-ce qu'elles sont très intéressantes? Parce qu'il y a plusieurs leçons à retenir. Donc on voit le Ka-52 qui est en moyenne altitude pour un hélico, ils sont toujours trop. Il faut voler plus bas, les gars. Donc il est assez haut, du coup tu es haut en hélicoptère, tout le monde t'entend, tout le monde te voit, tu te fais aligner, il se fait tirer dessus. Donc il se fait tirer dessus par, d'après la toile, c'est un système solaire. On voit que ça propulse longtemps, vous voyez, le fait tant que ça fume derrière, c'est que le propulseur est allumé. Et qu'est-ce que fait l'hélicoptère? Il part en virage dans un premier temps, manœuvre, et ensuite derrière, il leurre avec des leurres infrarouges. Sauf que, d'après les images que je vois, il n'y a pas de rapport en fait avec le fait qu'il évite le missile et le tir de l'heure qui arrive très tard. Donc là, il y a différentes hypothèses qui sont intéressantes à voir. Est-ce que l'équipage a décidé de manœuvrer puis de leurrer, c'est des choses classiques, c'est je manœuvre, je leurre, et coup de chance, ça a permis d'éviter le missile, ou est-ce que
l'équipage avait conscience du risque de système solaire de tir de ce côté-là, peut-être grâce à des capteurs embarqués, peut-être qu'il les voyait ou autre, il a décidé de manœuvrer le ray. Alors, je ne pense pas, parce que sinon je pense qu'il serait descendu également. Dans tous les cas, ce que l'on peut faire dire à ces images, c'est que je ne pense pas que l'évitement soit le résultat d'utilisation des leurres infrarouges qui arrivent légèrement trop tard. Je pense que l'évitement est grâce à la manœuvre de l'hélicoptère. Et on voit au niveau du missile, soit il n'était pas accroché, soit il était mal accroché, soit la manœuvre a suffi à le diffiter. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que pendant la Première Guerre, mais Seconde Guerre mondiale également, on apprenait aux aviateurs, donc un aviateur, ça veut dire quoi la définition d'un aviateur? C'est soit un pilote d'avion, soit quelqu'un qui appartient à l'armée de l'air. Eh bien, on apprenait à nos aviateurs à ne pas faire du vol rectiligne horizontal. Le vol rectiligne horizontal, eh bien, ça permet à tout le monde d'ajuster le tir et de vous tirer dessus. Donc, ce que vous voulez, c'est essayer de voler en faisant en permanence des modifications on va dire, d'attitude, chose qui s'est un petit peu perdue dans la nouvelle génération parce qu'on a toute cette notion de guerre électronique, on est censé détecter les départs missiles. Mais là, on voit que quand on est sur du combat rapproché comme ça, le fait de changer de trajectoire régulièrement, eh bien, peut vous faire éviter ce type de menace. Donc, je pense que c'est une très belle leçon pour tous les pilotes d'hélicoptères ou pour tous les pilotes d'avion amenés à faire de la basse altitude. Revenez aux bases, des changements de cap, des changements de trajectoire, manœuvrage, leurrage, eh bien, ça peut fonctionner. Et je pense honnêtement que dans ces images-là, eh bien, le Ka-52 n'avait pas visuel du départ missile. Je pense honnêtement qu'ils ne l'ont pas vu partir. Et c'est purement grâce à cette manœuvre qu'ils l'ont évité. Donc, une très belle leçon learned, j'ai envie de dire, dont tous les militaires peuvent apprendre. Également pour ce qui est des tireurs au sol, si vous voulez abattre un hélicoptère, eh bien, il faut savoir qu'il va peut-être manœuvrer. En tout cas, j'insiste encore dessus, ils volent trop haut, les pilotes russes, et il ne faut pas s'étonner si on se fait tirer dessus quand on vole trop haut en hélicoptère. Maintenant, l'avantage de voler haut comme ça, c'est quoi? C'est que vous avez une meilleure conscience de la situation, ça vous rend le travail plus facile, vous voyez mieux, et surtout dans des scénarios très évolutifs, pour garder une conscience de la situation sans être forcément en contact avec des troupes au sol, vous allez avoir tendance à monter, mais c'est ce qui peut être votre talon d'Achille tactique. Maintenant, juste pour terminer, on a vu également Wagner avec des images où ils ont des Pantsir, donc c'est du matériel qui a été réfléchi dans les années 90, opérationnel depuis 2008, on appelle également le SA-22. Nous, en tant qu'occidentaux, on s'en méfie pas mal. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez du 30 mm, mais également ça vous tire des missiles de 74 kg qui portent à plus d'une dizaine de nautiques et qui peuvent monter vous chercher à 50 000 pieds. Donc, de manière générale, on se méfie beaucoup des systèmes solaires anciennement soviétiques, russes, parce qu'ils sont efficaces, ils sont bien utilisés. Maintenant, attention, pour pouvoir être bien utilisés, il faut qu'ils fonctionnent, et pour fonctionner, il faut du pétrole, et il faut donc pouvoir assurer la chaîne logistique. On a vu que c'était le talon d'Achille lors de l'attaque sur Kiev. Peut-être que ça a posé un souci également lors de la montée sur Moscou à Wagner. Il faut pouvoir mettre bien du carburant dans tout le convoi. Hein. Alors parlons maintenant justement du convoi. Qu'est-ce qui est intéressant? On entend beaucoup dire en ce moment que c'est incroyable et que c'est un aveu de faiblesse de la part des Russes d'avoir un convoi comme ça qui arrive à se rapprocher à 200 km de leur capitale. Nous, l'intérêt de cette chaîne, c'est de prendre du recul et surtout de toujours ramener ça par rapport à notre défense nationale. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre? Et j'ai pas trop entendu parler de l'impact sur les pays occidentaux ce week-end, et c'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler. On se croyait un petit peu dans le scénario du SS Alabama pour les connaisseurs, mais qu'est-ce qui est intéressant de se poser comme question? Est-ce que dans un pays comme le nôtre, ça serait possible? Eh bien, la réponse, je pense, à 90%, c'est oui. Si on avait eu pendant les Gilets jaunes, un groupe de Gilets jaunes, 25 000, 30 000 Gilets jaunes qui partent de Marseille, qui remontent à Paris, je vous pose la question, qui les aurait arrêtés? Et là, vous allez me dire, on n'était pas en guerre. Eh ben, dites ça aux militaires français qui étaient déployés à ce moment-là contre les différentes zones où on avait du monde, en Afghanistan, en Irak, tout ça. Donc, non recevable. Pourquoi je vous dis ça? Que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Russie, ce sont des puissances nucléaires qui sont censées avoir leur existence qui repose sur la dissuasion nucléaire. Le fait d'avoir la dissuasion nucléaire vous empêche de vous faire envahir, de vous faire attaquer. Donc même si vous faites la guerre à votre voisin, dans la mesure où vous avez cette dissuasion nucléaire, vous doutez bien que personne va venir faire un convoi pour venir chercher Moscou, parce que s'il se rapproche trop, normalement vous allez dire, là maintenant t'arrêtes, ou sinon je rase un coup de bombe nucléaire
ta capitale. Donc c'est ça le concept des dissuasions nucléaires. Qu'est-ce que ça a comme avantage? Ça a comme avantage que ça vous permet d'alléger votre posture défensive conventionnelle. Avoir une posture défensive est extrêmement coûteuse d'un point de vue RH, mais également d'un point de vue matériel. Donc les militaires, c'est pas H24 en train d'être prêt à intervenir. Il faut que ça tourne, il faut que ça se repose, il faut des permissions, ça va s'entraîner à gauche à droite, ça se déploie. Bref, vous pouvez pas avoir en permanence des militaires qui sont en train de protéger votre capitale. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça serait trop coûteux en ressources. Donc une armée, elle est réfléchie sur un modèle d'utilisation. En Occident, on est plutôt sur des armées avec des projections de puissance. Les Russes sont plutôt défensifs de manière générale, mais là, ils sont dans une phase de projection de puissance. Et donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une énorme bulle de protection autour de leur capitale. C'est pas la raison d'être de l'armée. Donc ce qui est très intéressant, c'est que cela vient appuyer là où ça fait mal. Cela vient montrer à tous les pays qui s'appuient sur leur dissuasion nucléaire pour être protégés, eh bien que si à un moment en interne il y a une dissidence, il y a une volonté de coup d'État, on a vu en Turquie il n'y a pas très longtemps, là on le voit en Russie, eh bien vous allez vous retrouver face à une temporalité où l'inertie de remontée en puissance ou de déploiement de votre armée ne vous permettra pas de faire face. Et c'est même arrivé beaucoup plus récemment aux États-Unis, quand on a vu des civils s'en prendre au Capitole américain et rentrer dans le Capitole. Les Américains ont quand même une petite couche supplémentaire dont on ne dispose pas en France, c'est la garde nationale. Et qui est-ce qui a été déployé aux États-Unis? Eh bien, c'est la garde nationale, mais encore une fois, il y a un délai d'utilisation pour ces unités. Pense armée, grosse structure, pensez toujours inertie. Donc ça nous amène vers, encore une fois, c'est mis en exergue par la guerre en Ukraine, c'est mis en exergue par cette volonté un petit peu de coup d'État, c'est l'importance du renseignement en amont. C'est pas pour rien que sur la loi de programmation militaire, il y a une annonce que les budgets de la direction du renseignement militaire, de la DGSE, vont être doublés, parce que c'est le nerf de la guerre. Et d'ailleurs, les Américains, ce week-end, ont annoncé qu'ils étaient au courant de cette volonté, on va dire, de coup d'État de la part de Wagner. Donc, si vous avez l'information, vous pouvez réduire votre inertie et avec votre armée, et donc, eh bien, vous êtes plus à même de vous protéger. Maintenant, je voudrais juste faire un tout petit détour sur la sémantique. Pourquoi? Dans l'armée, quand vous vous posez une question, même dans l'aviation, on dit souvent que dit le texte. Et donc là, je vous invite à relire certaines définitions que l'on entend, termes que l'on entend souvent dans les médias, mais on n'est pas forcément la définition derrière. Je prends comme source le petit Larousse et le terme propagande. La propagande, c'est l'action systématique exercée sur l'opinion pour lui faire accepter certaines idées ou doctrines, notamment dans le domaine politique ou social. Donc ça, c'est très intéressant, puisqu'on voit, au vu des événements, de la couverture, peut-être certaines tendances ressortir. Un propagandiste est quelqu'un qui fait de la propagande, donc qui va essayer d'exercer sur vous, donc qui va essayer de vous faire accepter certaines idées ou doctrines. Ensuite, derrière, un expert, donc on parle d'expert souvent sur les plateaux, un expert, il y a deux définitions, donc si c'est un adjectif, un expert, un expertus, c'est qui a éprouvé. Un adjectif, un expert, c'est qui connaît très bien par la pratique, qui témoigne de cette compétence, habile, exercée. Si on regarde en nom, c'est une personne dont la profession consiste à évaluer la valeur de quelque chose, le montant des dégâts, etc., ou à attester l'authenticité des objets. L'autre définition, c'est également une personne apte à juger de quelque chose, un connaisseur. Mais j'insiste sur cette notion expertus qui a éprouvé. Maintenant qu'on a revu un petit peu ces définitions, je voudrais vous partager le concept du followership. Donc le followership, c'est l'art d'être un bon équipier, mais c'est également ce qui amène les gens à suivre un leader. Et qu'est-ce qu'il faut en fait pour que les gens aient envie de suivre quelqu'un? Eh bien, il faut 4 piliers qui reposent sur un fondement, une fondation. Les 4 piliers, c'est il faut que le leader, il ait la vision, il faut qu'il ait la stabilité, il faut qu'il fasse preuve d'empathie, et en dernier point, ça permet de créer, il faut un pilier de confiance. Et tout ça, ça repose sur une fondation de crédibilité. À chaque fois qu'on prend la parole en tant que leader, eh bien notre crédibilité peut être mise à mal. C'est quelque chose que l'on intellectualise très tôt dans l'aviation de chasse, parce que si vous passez la mauvaise information à votre équipe lors d'un vol d'entraînement, eh bien ça va vous coûter très cher en crédibilité, et si vous n'êtes plus assez crédible dans une armée de métier, eh bien vos équipiers, vos followers n'auront plus vouloir venir vous battre avec vous. Pourquoi je vous dis ça? Quand on est face à des événements extrêmement rapides comme ça, commencer à communiquer trop rapidement sur des sujets sur lesquels on n'a que trop peu d'informations
peut impacter la stabilité des informations qu'on va donner et notre crédibilité. Donc si vous êtes leader d'une équipe dans votre entreprise, dans l'armée ou autre, il ne faut jamais oublier que votre communication doit directement être liée à la temporalité et l'importance avec laquelle vous devez communiquer. Donc quand on est observateur, quand on voit ce qui se passe comme ça, en soi, il n'y a pas forcément besoin de s'exciter et de surréagir. Or, l'être humain est rassuré par l'action ou a l'impression de marquer des points ou de justifier sa valeur en prenant des décisions. Donc ce qu'on a vu ce week-end, ce qui est très intéressant, c'est un parallèle avec le vol Air France 447. Vous êtes dans un avion, tout va bien, à un moment vous perdez un indicateur, il se passe quelque chose de pas prévu. Le copilote, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été rassuré par l'action, il a tiré sur le manche qu'il a maintenu tiré quasiment tout le long du vol. En étant rassuré par cette action, il avait l'impression de faire quelque chose et malheureusement, ça les a amenés à l'accident. Le parallèle que je veux faire, vous l'aurez bien compris, c'est qu'en fait, il faut en permanence, avant d'actionner quoi que ce soit, avant de communiquer, avant de vouloir faire preuve d'une analyse, prendre du recul, assesser la situation et surtout se dire pour quand est-ce qu'il faut que je communique, quelle est ma deadline. Et c'est très important. Et pour maintenir votre crédibilité, posez-vous toujours cette question, quelle est la temporalité liée à ma décision, pour quand est-ce qu'il faut que je communique. Et le biais humain est de vouloir communiquer trop vite alors qu'on n'a pas assez d'informations. Et quand vous êtes leader au sein d'une équipe, ça peut tout simplement détruire votre collectif par manque de stabilité, un coup à gauche, un coup à droite, et par impact négatif sur votre crédibilité. Voilà, c'est fin du petit cours de management. Je finirai sur une citation de Carl Jung, que vous connaissez peut-être, psychologue et psychiatre. Je ne vais pas vous dire dans quel livre il a écrit ça. Vous allez devoir me le mettre dans les commentaires parce que vous allez voir, ça a un rapport direct avec l'aviation, mais pas que. À réfléchir, c'est difficile. C'est pourquoi la plupart des gens jugent. Allez, excellente semaine et fly safe.